Le Japon est loin d'être parfait, et il y a des régions pauvres, des personnes vivant dans la rue, des déchets dans les rues, des lieux abandonnés pour diverses raisons, des bidonvilles, et bien plus encore. Voici la région de Kamagasaki, située à Osaka, principalement dans le quartier de Nishinari. Kamagasaki est connu comme le plus grand bidonville du Japon, bien que le terme bidonville ne soit pas utilisé de la même manière que dans d'autres pays. Pendant des décennies, cette zone a été marquée par la pauvreté, le chômage et une grande population de travailleurs temporaires dont beaucoup vivent dans des conditions précaires, voire dans la rue. En regardant son histoire, Kamagasaki a commencé à attirer des personnes cherchant du travail journalier dans la construction et d'autres services non qualifiés. Cela s'est surtout produit après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon était encore en cours de reconstruction. Aujourd'hui, cette région nous montre que la pauvreté au Japon, bien qu'elle soit bien dissimulée, est bien réelle. Et malgré le fait d'être entouré de zones développées et modernes, Kamagasaki reste isolé et pratiquement invisible aux yeux des touristes qui visitent Osaka. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un côté plus caché et triste du Japon, où les personnes âgées vivent seules, où les gens ne demandent pas d'aide et préfèrent se débrouiller seuls, où les sourires cohabitent avec la pauvreté et les difficultés. Je m'appelle Simon et vous êtes sur Route Asiatique. Au début, Kamagasaki était un quartier de travailleurs, dans les années 50 et au début des années 60. À cette époque, le Japon connaissait une forte croissance économique et il y avait une énorme demande de main-d'œuvre bon marché pour construire les grandes villes que nous voyons aujourd'hui. C'est durant cette période que des hommes de toutes les régions du Japon ont commencé à migrer vers Osaka à la recherche d'emploi et Kamagasaki est devenu le point de rencontre de ces travailleurs. Avec le temps, le quartier s'est détérioré et beaucoup de ces personnes, qui dépendèrent de travaux temporaires, ont commencé à se retrouver sans emploi. Sans sécurité financière ni assistance adéquate, Kamagasaki est devenu un endroit où la pauvreté est la réalité quotidienne de ses habitants. Pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de déchets au Japon et que tout y est parfait, sachez que cela existe bel et bien, bien que de manière beaucoup plus contrôlée que dans le reste du monde. Aujourd'hui, cette région abrite l'une des plus grandes populations de sans-abri du pays. Beaucoup de ses habitants sont des personnes âgées qui n'ont ni famille, ni soutien de quelque sorte que ce soit, et qui vivent dans de petits appartements très précaires, voire même dans la rue. Cet endroit est un bon exemple qui contredit la croyance selon laquelle il n'existe pas de sans-abri ou de mendiants au Japon. C'est une fausse idée, un mensonge de dire cela. Bien sûr qu'ils existent, mais ils ne sont pas comme les sans-abri dans d'autres pays. Ainsi, beaucoup d'entre vous qui ont peut-être déjà visité le Japon ont pu croiser certains d'entre eux sans même s'en rendre compte. Au Japon, les personnes sans abri ne se comportent généralement pas comme dans d'autres endroits. Elles ne parlent pas souvent de leur situation avec les autres dans la rue. Les Japonais eux-mêmes adhèrent beaucoup à la philosophie du gambaru, qui signifie quelque chose comme l'effort personnel. Ils ont également une certaine fierté à ne pas vouloir être un fardeau pour les autres. De plus, ces personnes ne vivent généralement pas éparpillées dans les rues des grandes villes, car le Japon décourage cette situation. Le Japon a quelque chose appelé architecture hostile. Pour l'expliquer de manière plus claire, tout dans les grands centres du Japon est conçu pour éloigner les personnes sans abri. Les bancs dans les rues sont inconfortables, petits, et ont des barres de fer au milieu qui divisent l'assise, ce qui empêche de s'y allonger. Le sol est rempli de reliefs et d'objets qui empêchent les gens de rester longtemps sur place. Je ne vais pas juger si c'est bien ou mal. Il y a ceux qui pensent que c'est acceptable et d'autres qui ne sont pas d'accord. À toi de décider dans les commentaires. Mais le fait est que, à cause de cette architecture hostile, les sans-abri finissent par être repoussés hors des grands centres, vers des zones plus périphériques, comme Kamagasaki. Et Kamagasaki à Osaka n'est pas le seul exemple de cela. Presque toutes les grandes villes du Japon ont ce type de région, que les Japonais appellent doyagai. Les doyas sont des zones où les logements sont moins chers au sein des centres urbains. Kamagasaki, que je t'ai montré ici, est un doyagai, mais il y en a d'autres dans plusieurs villes, y compris un moins connu dans la région de Yokohama ou même à Tokyo, où tout est beaucoup plus visible. Là-bas, on peut voir des sans-abri partout et tout est beaucoup plus ouvert. On y voit des maisons de jeux et des activités illégales, des choses que la plupart des Japonais eux-mêmes ne connaissent même pas. Ces régions sont une sorte de dystopie difficile à comprendre. Elles sont si proches des centres urbains technologiques, mais en même temps, elles en sont si différentes. Cela me fait réfléchir. Personnellement, je pense, selon mon opinion,
que c'est l'une des façons dont le gouvernement a trouvé pour rendre les villes plus attrayantes pour les touristes et pour préserver la réputation du pays comme étant beau, sans défaut, sans personnes vivant dans les rues, etc. Le Japon que les touristes connaissent représente probablement moins de 5% de ce que le pays est réellement. Je ne vais pas être hypocrite et dire que cela n'arrive qu'au Japon. Je pense que cela se produit dans beaucoup d'autres endroits, mais je suis ici pour parler du Japon, car je sais que beaucoup de gens ont encore cette vision que tout est magnifique et parfait, comme on le voit dans de nombreux animés et dramas japonais. Ces régions, les Doyagai, sont généralement moins bien éclairées, avec moins de commerce, et ce sont généralement des zones plus résidentielles, de classe moyenne ou inférieure. Il y a beaucoup de ces doyas, qui sont des hébergements bon marché, comme de petits mini-hôtels. Elles sont très petites. Il y a un couloir étroit, et chaque porte mène à une petite chambre où plusieurs travailleurs séjournent. C'est de là que vient le terme Doyagai, qui signifie « quartier de doya ». Ces hébergements sont extrêmement bon marché, probablement les plus économiques que tu puisses trouver dans les grandes villes, mais en même temps, les chambres sont minuscules. Elles n'ont ni cuisine, ni salon, ni quoi que ce soit, juste une chambre, et les salles de bain sont souvent partagées. Quelque chose qui m'a frappé dans ces endroits, c'est que, devant beaucoup de ces doyas, on trouve souvent des machines à laver dans la rue, oui, en plein air. Ce sont des machines où l'on peut insérer une pièce de monnaie pour laver son linge. Elles sont là pour faciliter leur utilisation par tout le monde, y compris par les sans-abri. Ainsi, ceux qui vivent dans la rue peuvent venir, mettre un peu d'argent et laver et sécher leurs vêtements. Bien qu'il y ait des laveries dans tout le pays, ce type de machine, installée à l'extérieur, ne se trouve que dans ces régions-là. Une autre chose que j'ai découverte sur ces lieux moins connus, c'est que les distributeurs automatiques de boissons, très courants dans tout le Japon, vendent presque toujours des boissons alcoolisées dans ces quartiers, ce qui n'est pas aussi fréquent dans les centres des villes les plus célèbres du pays. Certaines de ces machines vendent même des cigarettes, ce qui montre que dans ces quartiers, les gens consomment plus d'alcool et de cigarettes. C'est quelque chose que j'imaginais au départ, et tu peux le voir clairement dans certaines vidéos. Dans ces endroits, il est également très courant de voir des maisons de jeux et des casinos, qui sont des activités illégales au Japon. Oui, ce type d'activité est interdit, bien qu'il existe certaines failles juridiques dont certaines entreprises profitent. Au Japon, tu trouveras des endroits appelés pachinko, qui sont des versions japonaises des casinos, où tu peux jouer aux machines à sous. Mais au lieu de gagner de l'argent, tu gagnes des jetons. Que fais-tu avec ces jetons? Eh bien, commodément, à côté de ces pachinko, il y a toujours une autre entreprise qui prétend n'avoir aucun lien avec eux et qui achète les jetons contre de l'argent. En pratique, c'est une stratégie pour contourner les interdictions. Mais dans ces doyagai, dans les endroits plus cachés dont nous parlons, le fonctionnement est très différent. Là-bas, tu trouves des lieux qui sont en réalité de véritables maisons de jeux d'argent, où les gens misent directement de l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus évident. Ce type d'activité est interdit par la loi, mais dans ces quartiers, les choses fonctionnent différemment. C'est pareil pour les rues. L'organisation et la gestion des déchets sont mal gérées, contrairement au reste du Japon, où tout est bien rangé. Ici, dans des endroits comme Kamagasaki, il semble que les gens se soucient moins ou que les services de collecte ne fonctionnent pas aussi bien et il n'y a pas une surveillance aussi stricte qu'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Doyagai était à l'origine le nom des zones où les travailleurs journaliers vivaient et se rassemblaient pour trouver du travail. Et ces zones sont ensuite devenues des lieux pour les pauvres et les sans-abri après l'effondrement économique du début des années 90. Beaucoup de gens se sont éloignés un peu plus des centres et ont commencé à vivre dans ces doyas. Et ce qui est curieux, c'est que le nom doya provient du verbe japonais doya-doya, qui évoque l'idée de foule ou d'attroupement, rappelant les nombreux travailleurs journaliers qui vivaient dans la région. Tout ce que je t'ai expliqué sur les doyagai a pour but de t'aider à comprendre la vraie pauvreté au Japon, celle qui est plus cachée et que, souvent, même les Japonais ne voient pas. En parlant des sans-abri, il y a deux types de personnes dans cette situation dans les doyagai. Le premier type est le plus facile à identifier. Ce sont littéralement les personnes sans domicile, celles que tu vois dormir dans le métro, sous les ponts ou dans les magasins ouverts 24 heures sur 24. Ces personnes sont plus faciles à voir et à reconnaître comme sans-abri. Mais le deuxième type, plus difficile à identifier, ce sont les travailleurs journaliers, appelés en japonais Kato Hirudulsha, ce qui signifie travailleurs embauchés pour une journée de travail ou travailleurs temporaires. Ces personnes n'ont pas d'emploi fixe. Elles effectuent des travaux ponctuels,
cherchant chaque jour une entreprise qui aurait besoin d'un service spécifique. Il existe même des centres où ces travaux sont annoncés, généralement des tâches physiques ou simples qu'ils peuvent accomplir. Cela se passe depuis l'après-guerre, c'est pourquoi la majorité des résidents des doyas gays sont des personnes âgées. Le problème, c'est que cela était très courant pendant la période d'après-guerre, lorsque ces quartiers ont commencé à se former, mais ce n'est plus autant le cas aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes dépendent de ce type de travail sans savoir si elles pourront obtenir une opportunité pour travailler et gagner un peu d'argent. Ces mêmes personnes ont vieilli dans ces lieux et y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes âgées qui entretiennent les maisons de jeu, le marché local des boissons, et qui vivent quotidiennement dans cet endroit qui ressemble à un fragment isolé d'un autre pays à l'intérieur du Japon. Eh bien, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de ce côté plus caché du Japon, celui qui est rarement montré aux touristes. Il est certain que de nombreux Japonais ne connaissent pas la majorité de ces lieux et passeront toute leur vie sans savoir que cette réalité existe. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, un grand merci à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.